Bonjour. Aujourd'hui, notre avant-dernière conférence du cycle qui accompagne l'exposition Les Nuits Parisiennes. Notre avant-dernière conférence parce que l'exposition va aussi fermer ses portes. Pour aujourd'hui, nous allons écouter Jean-Marie Bruzon, conservateur général honoraire au musée Carnavalet, qui a beaucoup travaillé sur ces nuits parisiennes et sur des noctambules, en particulier sur les théâtres romantiques, sur lesquels il a publié un ouvrage, sur les merveilleuses, sur lesquelles aussi il a publié un ouvrage, Au temps des merveilleuses, et donc qui est un spécialiste de la danse. Et donc aujourd'hui, danse de société à Paris au XIXe siècle. Voilà. Bonjour à tous. Je me propose donc de vous parler de la danse de société à Paris au XIXe siècle à partir d'une série d'images accompagnées de textes puisés dans les manuels de danse, dans la presse, dans la littérature ou dans les mémoires de l'époque. Je développerai plusieurs thèmes. D'abord les danses elles-mêmes et leur évolution au cours du siècle. Ensuite, la manière dont elles étaient enseignées et comment on peut les connaître aujourd'hui, à partir de quelles sources on peut les connaître. Enfin, sur quelle musique on les dansait. Et pour terminer, où et en quelles occasions elles étaient pratiquées. Alors, la danse de société par excellence tout au long du XIXe siècle, c'est la contredanse ou quadrille. J'ai mis volontairement les deux mots parce que dans la première moitié du siècle, c'est vraiment interchangeable. On trouve dans les textes plus souvent contredanse d'ailleurs, mais le mot quadrille vient assez vite et finit par s'imposer. Mais il faut savoir qu'au départ, on ne parlait pas de quadrille, mais on parlait de quadrille de contredanse. C'est-à-dire que le mot quadrille, qui vient du mot italien squadra, qui signifie groupe de cavaliers, a été intégré dans le domaine de la danse et désigne un groupe de contredanse. Donc ici, vous avez un exemple d'une publication du XVIIIe siècle qui décrit une contredanse quelconque. Donc vous voyez que vous avez une page avec la description écrite, vous avez une page avec la musique, et au milieu, vous avez une page avec une série de petits schémas qui montrent d'une manière plus visuelle les déplacements qui sont requis de 4 mesures en 4 mesures pour faire cette contredanse. Alors, telle qu'elle était pratiquée au XVIIIe siècle, une contredanse comprenait un refrain, une espèce de refrain, qui était répété 9 fois. Le refrain était précédé d'une introduction qu'on appelait figure, et les figures étaient différentes. Donc il y avait 9 figures précédées à chaque fois du même refrain. Donc les figures, qui étaient des figures assez simples, une ronde, un tour de main, le moulinet des dames, etc., prenaient 8 mesures, et le refrain ensuite pouvait prendre 24, 32, 40 mesures pour les contredanses les plus longues. Ce qui veut dire qu'une contredanse, quand elle était exécutée complètement, pouvait durer 20-25 minutes. Au bout d'un certain temps, à la fin de l'Ancien Régime, on commença à se lasser de ces répétitions permanentes et on inventa un nouveau type de contredanse qu'on appelle le pot pourri. Donc vous avez ici une publication qui montre un pot pourri, et c'était le même schéma de principe avec une introduction suivie de la contredanse proprement dite, qui n'était plus un refrain, puisque après chaque introduction, on avait une nouvelle contredanse. Donc vous voyez qu'on utilisait en fait des contredanses anciennes, parce qu'évidemment, mémoriser les cheminements d'une contredanse est une chose, mais mémoriser 9 contredanses de suite, ça posait quand même plus de problèmes. Donc on puisait pour exécuter ces pots pourris dans le répertoire connu. Et au fond, le quadrille de contredanse, le quadrille tel qu'il apparaît au début du XIXe siècle, c'est une évolution de ce pot pourri de contredanse. Donc, quand il se forma, le quadrille était formé assez vite, parce qu'au départ, c'est pas aussi net, mais assez vite, il se constituait en 5 figures, constituée elle-même d'une série d'enchaînements qu'on appelait des traits. Donc vous avez ici des petits dessins qui montrent quelques-uns de ces traits. Donc l'avant-2, la chaîne anglaise, les balancés, l'avant-3. Donc vous pouvez comprendre qu'un avant-2 mettait en jeu 2 personnes, que l'avant-3 mettait en jeu 3 personnes. D'autres figures qui apparaissaient dans ces contredanses, donc le moulinet, la queue du chat, etc. Donc en fait, une contredanse était constituée d'une
série de ces traits qui formaient, rassemblaient une contredanse. Donc, par exemple, le pantalon, qui était la première contredanse dansée dans le quadrille, était constitué d'une chaîne anglaise, de 8 mesures, d'un balancé 4 mesures, d'un tour de main 4 mesures, d'une chaîne des dames 8 mesures, d'une queue du chat 4 mesures, d'une demi-chaîne 4 mesures, le tout 32 mesures, et qui était répété 4 fois pour que chacun des couples ou des danseurs puissent mener la contredanse à son tour. On avait gardé les 8 mesures d'introduction, mais on ne les dansait plus. Donc on avait 8 mesures où on attendait et on commençait la contredanse. Donc très vite, le quadrille se fixa à 5 figures, avec d'une manière très rapidement fixée les 3 premières mesures, pantalon, été, poule, puis une 4e mesure un peu plus fluctuante. Pendant au moins 40 ans, on alternait, suivant les quadrilles, la figure de la trénisse ou la figure de la pastourelle. C'est la pastourelle qui finit par gagner. Quant à la 5e mesure, qu'on appelait la finale, elle mit beaucoup plus longtemps à se fixer. En fait, elle ne fut jamais vraiment fixée. Dans un premier temps, on se contentait de reprendre la 2e figure, celle de l'été, qu'on augmentait un petit peu avec des chassés croisés. Alors, ce type de contredanse en carré n'était pas la seule formation possible, puisque là, vous avez à gauche la formation en carré d'un quadrille classique avec la figure de l'été qui est en train de se mettre en place. Mais à droite, vous avez ce qu'on appelait l'anglaise. Donc, c'est un autre type de contredanse avec cette fois-ci des couples placés en colonne et les déplacements se font d'une manière un peu différente. Alors, si les contredanses du XVIIIe siècle avaient marqué une inventivité incroyable, quand on étudie un peu ces contredanses, il y a des tas de figures tout à fait étonnantes. Dans le quadrille, au contraire, puisqu'on avait ces contredanses qui se répétaient sans cesse, il y avait beaucoup moins d'inventivité et au fond, les figures étaient moins intéressantes qu'au XVIIIe. En revanche, au XVIIIe siècle, on avait utilisé des pas assez simples, principalement le pas de gavotte ou le pas de bourrée, alors qu'au XIXe, quand le quadrille se met en place, on met en place aussi une série de pas virtuoses qui étaient beaucoup plus exigeants et qui pouvaient se traduire par des situations comme ce que vous voyez sur ces images, avec notamment la figure du cavalier seul, qui était un moment attendu par les bons danseurs, mais qui était redouté par les danseurs moins vaillants. Et j'ai mis volontairement l'image de gauche, où vous voyez l'attitude des danseurs qui ne sont pas en action, un peu dédaigneux et très attentifs à ce qui se passe, tandis que le danseur qui est en train de démontrer son cavalier seul est très, très attentif à ce qu'il fait. Et vous avez évidemment aussi développé toute une série de caricatures. Alors, on est dans la figure de la pastourelle, qui est bien identifiable parce qu'il y a ce trio, le cavalier entouré de 2 dames, qui vont, après le cavalier seul, engager à leur tour des déplacements. Donc c'est le moment de parler justement de cette manière dont on dansait au début du XIXe siècle, sous le Consulat, et c'est la période de ce qu'on a appelé la dansomanie. Ici, vous avez une caricature de Debucourt qui vous montre un intérieur avec tout le monde en pleine frénésie chorégraphique, aussi bien les maîtres, les domestiques, les vieux, les jeunes, les gros, les maigres et même les animaux familiers qui se sont mis à danser avec frénésie. Et c'est lié un petit peu à la mise en scène d'un ballet à l'opéra en 1800 qui s'appelait justement la dansomanie, qui mettait en scène une espèce de bourgeois gentilhomme, monsieur Duléger, qui était complètement féru de danse et qui ne voulait pas que sa fille épouse n'importe qui, elle voulait seulement un prétendant qui soit capable de danser la gavotte. Donc le prétendant en question, monsieur Dumarsais, était bien incapable de le faire. Bon, alors je vous passe les péripéties, mais ce qui était amusant dans ce spectacle, c'est que Dumarsais a été dansé par le grand Vestris, qui était le danseur étoile à l'époque, et qu'il devait feindre de ne pas savoir danser la gavotte, alors qu'il devait danser cette fameuse gavotte qu'il avait lui-même créée 15 ans avant. Donc autour de ça, vous avez quelques images qui montrent cette folie de la danse. Il y avait eu bien sûr une parodie, comme toujours, quand un spectacle dans les théâtres officiels, dans les théâtres privilégiés avait du succès, il y avait des parodies qui apparaissaient. Donc vous avez le dansomane
un vaudeville qui a été interprété quelque temps après. Et donc, pendant toute cette période, on a connu ce qu'on appelait les beaux danseurs, c'est-à-dire des danseurs de société qui étaient recherchés par toutes les maîtresses de maison et qui assuraient le succès d'un bal. Donc ces danseurs, il y avait toute une liste de peut-être une quarantaine de noms qui reviennent constamment dans les écrits de l'époque. J'ai choisi quelques portraits de personnages dont j'ai pu trouver les portraits parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont tombés totalement dans l'oubli, mais il y en a quand même quelques autres qui ont une vie par ailleurs. Et par exemple, on est étonné de trouver Jacques Laffitte, le banquier Jacques Laffitte, qui allait être ministre sous Louis-Philippe, qui est le Laffitte de Maison Laffitte, qui dans sa jeunesse était un excellent danseur et qui dansait avec les meilleures danseuses, donc Madame Hamelin, la reine des merveilleuses, ou Mademoiselle Lescaut, qui allait devenir un peintre assez connu en son temps, Madame Hautebourg-Lescaut, qui était une excellente danseuse, etc. Au milieu de tous ces gens, vous avez Pierre Trénis, qui lui était un personnage plus obscur, mais qui a été pendant une quinzaine d'années vraiment le danseur par excellence dans toute la société parisienne. Et ça lui a vraiment monté à la tête et il a terminé fou à l'hôpital de Charenton, en se prenant plus ou moins pour Napoléon, ou en tout cas pour un souverain. Alors, on a beaucoup de textes à l'époque qui témoignent de cet engouement incroyable pour la danse et de la difficulté qu'avaient les danseurs. On peut lire, par exemple, dans le Journal des modes du 22 décembre 1803, « La danse est aujourd'hui si difficile que ce n'est plus un amusement, c'est un travail. Il faut avoir au moins 2 ans de leçons avant d'oser se hasarder dans une contredanse. Sur 20 femmes priées, 19 refusent. » Et alors ça a beaucoup frappé les étrangers. En 1802, après la paix d'Amiens, quand les étrangers ont pu revenir à Paris après cette fermeture des frontières qui avait duré 10 ans, ils ont été très étonnés de ce qu'ils voyaient. On a de nombreux témoignages d'Anglais ou d'Allemands qui décrivent ce qu'ils voient, et notamment un texte de Johanna Schopenhauer, donc la mère du philosophe, qui se trouvait en France en 1803 et qui décrit un bal auquel elle a assisté. On se poussait sur le côté, on montait même sur les chaises pour mieux voir. Mais en dehors des 4 couples désignés auparavant pour la contredanse, personne ne manifestait l'envie de participer activement à cette danse. Au milieu du cercle compact des spectateurs, les danseurs n'avaient qu'un espace très réduit pour montrer leur talent, comme sur une scène de théâtre. Ceux qui osaient se donner ainsi en spectacle devaient être très sûrs de leur art et s'y être préparés depuis des semaines, car ils dansaient devant un public sévère qui, malgré ses applaudissements sonores et généreux, ne laissait pas passer la moindre petite faute. Malheur à la danseuse dont le pied dépassait d'une ligne à mesure décidée. Chaque pas devait pouvoir se soumettre sans risque au crible de la critique la plus incisive. Une danseuse qui n'était pas parfaitement en mesure de le disputer en adresse aux danseuses de l'opéra commettait une faute grave, voire impardonnable. Pendant plusieurs semaines, on évoquait les horreurs dont elle s'était rendue coupable. Et on pourrait multiplier les exemples. Ça a beaucoup frappé spécialement les Anglais. Il y a beaucoup de textes dans les souvenirs anglais publiés dans les années suivantes qui parlent de cette virtuosité. Et alors, je vous ai parlé de Vestris, donc c'était un peu aussi le maître de toute cette société dans le domaine chorégraphique. Et il avait donc créé cette fameuse gavotte qui était devenue ni plus ni moins qu'une danse de salon. Donc, une danse qui avait été créée sur la scène de l'opéra était passée sur les parquets des salons, et beaucoup de gens étaient capables de danser la gavotte dite de Vestris. Donc, vous avez ici une planche un peu caricaturale qui montre un couple engagé dans une danse qui doit se rapprocher de cette gavotte de Vestris. Par ailleurs, on a ici une publication qui regroupe une cinquantaine de danses qui étaient pratiquées dans cette période, et vous voyez que elles présentent la musique, puis une description de la danse. Et pour certaines danses, vous voyez qu'on se contentait de dire « cette danse s'exécute telle qu'elle a été réglée à l'Académie royale de musique ». Donc ça paraît assez étonnant, mais donc la plupart des bons danseurs étaient capables de rivaliser avec des danseurs professionnels. Alors, le quadrille a évolué. Dans le beau monde, il s'est simplifié dans la mesure où assez vite on s'est lassé de ces pas virtuoses, peut-être aussi que les gens vieillissaient ou qu'ils n'avaient plus envie de se fatiguer.
Et dans le beau monde, à partir des années 1840, en fait, on marche le quadrille, on ne fait plus les pas qui étaient requis au début du siècle. En revanche, dans les bals publics, la virtuosité va continuer, alors en s'orientant dans un sens très différent, bien sûr, un peu très excentrique même. Et là, je vais confronter deux mêmes moments, l'avant-deux, qui pouvaient être exécutés sur la même musique d'une manière très réservée, compassée, comme vous le voyez à gauche, ou d'une manière très échevelée, comme vous le voyez à droite. Donc là aussi, on a pas mal de textes qui évoquent cette arrivée du cancan. Et je vais vous lire un texte tiré des mémoires du prince de Faucigny-Lucinge qui évoque un sermon qu'il a reçu d'un de ses oncles après avoir osé aller voir ce qui se passait au bal Valentino. Pour tenter de le dérider un peu, je lui dis que l'on ne dansait pas à Valentino que des quadrilles et des valses, que l'on ne dansait à Valentino que des quadrilles et des valses, mais qu'on ne les dansait pas tout à fait de la même façon que dans le noble faubourg. Dans les quadrilles, précisai-je, toujours avec l'espoir de faire sourire mon juge, la figure du cavalier seul ne s'exécute pas avec le décorum qui le rend si solennel dans les salons, mais au contraire avec un brio, une fantaisie, un entrain, une originalité et une fougue qui défient toute description et dont on ne peut se rendre compte si on ne les a vus danser. Le mot « danse » est d'ailleurs impropre et surtout insuffisant pour qualifier et désigner ces contorsions de saltimbanque épileptique auxquelles se livrent les êtres déhanchés et que l'on dirait même désossés qui exécutent ces cavaliers seuls. Donc là aussi, il y a plein de textes et Théophile Gautier, même dans un article de 1843, constate que le cancan parvient même à s'introduire dans les salons et qu'à partir de 3-4 heures du matin, quand les gens sérieux sont partis, on se livre à quelques danses qui, normalement, sont prohibées. Alors, voilà pour ce qu'il en est du quadrille français. L'autre danse qui a eu une grande évolution, qui a eu un grand succès au XIXe siècle, qui est née à peu près en même temps, c'est bien sûr la valse. Alors la valse est apparue vers 1800 et les premiers témoignages qu'on ait de sa présence à Paris, c'est ces estampes que je vous montre qui montrent la salle de valse qu'on avait dressée sur un des carrés des Champs-Élysées à l'occasion des fêtes populaires et où on voit bien que les danseurs se livraient à cette nouvelle danse qui était considérée comme une danse un peu audacieuse. Alors, elle ne venait pas de nulle part, bien sûr. Il y a eu, au XVIIIe, une autre danse qui a été un peu le précédent de la valse, qu'on appelle l'allemande. Et là, je vous ai mis volontairement deux gravures qui montrent, d'une part, une attitude d'allemande et d'autre part, une attitude de la valse à ses débuts, pour vous montrer que s'il n'y avait pas une légende en dessous qui permette, enfin le costume aussi donne quelques indices, mais en tout cas s'il n'y avait pas une légende qui permette de dire que d'un côté on a l'allemande, de l'autre la valse, on a exactement les mêmes positions. Alors qu'est-ce que c'était que l'allemande ? C'était une danse de couple qui avait, sur un pas relativement simple, développé une série de passes de bras extrêmement compliquées. Si je vous lis la description d'une figure, vous allez comprendre. La 7e figure, par exemple, telle qu'elle est décrite par Dubois. Sans quitter les deux mains, je tourne à droite sous mon bras droit, et ployant le gauche derrière moi, j'en fais deux autres à droite, le premier sous le bras gauche de la dame, le second sous mes deux bras. Je baisse les bras, les relève, toujours sans quitter les mains. Je fais tourner la dame sur elle 2 tours à gauche, en me retrouvant le bras droit au-dessus de sa tête. Je relève les bras pour la faire tourner un tour à droite, je redonne la main droite à la main gauche de la dame, en tournant sur moi-même un demi-tour à gauche. Donc Dubois décrit 12 figures qui sont aussi compliquées que celle-là. Donc c'était une danse qui requérait un certain entraînement. Et alors pour bien comprendre pourquoi c'était une danse qui était jugée comme un peu audacieuse, il faut bien la confronter à ce qu'était la danse de couple par excellence au XVIIIe siècle, le menuet. Là, je vous ai sorti quelques images qui montrent l'évolution d'un menuet. Vous voyez qu'à aucun moment, les deux danseurs ne se touchent. Or, dans l'allemande, on était bien obligé de se toucher, même de très près, pour faire toutes ces contorsions. Et de fait, la valse telle qu'elle est représentée dans les premières images montre toute une série de figures assez différentes. Et la danse tournante qu'elle est devenue n'apparaît que progressivement. Alors,
Le premier témoignage qu'on ait de la danse écrit, c'est encore une fois un Anglais, Sir John Dean Paul, qui se trouvait à Paris en 1802 et qui est allé voir ce qui se passait au jardin de Tivoli. Le soir, nous allâmes à Tivoli. On y rencontre toutes sortes de divertissements, ombres chinoises, tours de force, feux d'artifice, etc. Puis, au milieu de tout cela, la danse sur un vaste espace recouvert d'un plancher. La danse que nous vîmes est fort curieuse et mérite d'être décrite. On l'appelle la valse. 200 couples environ y prenaient part, accompagnés d'une musique très lente, tournant ensemble tout autour de la plateforme, ainsi que l'indique le croquis que j'en ai fait. Ce dessin n'en peut malheureusement donner qu'une bien faible idée. Les attitudes des femmes sont agréables et entraînantes, pour ne pas dire plus. Cette danse très amusante pour les spectateurs et sans nul doute aussi pour ceux qui s'y livrent ne sera jamais, je pense, à la mode en Angleterre. Donc, mauvais prophète. Et le dessin que vous avez en haut à gauche, c'est justement celui que ce Sir Dean Paul a exécuté et qui montre donc la variété des attitudes qui étaient adoptées dans la valse à ses débuts. Et en fait, on n'a pas de description avant 1816, et c'est en Angleterre qu'on va voir la première description dans ce manuel de Thomas Wilson, qui était un maître à danser réputé, et qui donne donc la première description connue de la valse, aussi bien en France qu'en Angleterre. Donc il décrit une valse française, une valse allemande, une valse sautée, la sauteuse, et une valse jetée. Ce qui est assez surprenant, c'est que les musiques qui accompagnent les danses qu'il décrit ne sont pas systématiquement en 3 temps, mais il y a aussi des musiques de 2 temps. Donc la valse à ses débuts n'était pas forcément une danse à 3 temps. Ce qui était le point fort, enfin le point incontournable de la danse, c'était une danse de couple tournante, mais le mot valse désigne le fait de tourner, mais pas forcément la mesure. Et on retrouvera la même ambiguïté à l'arrivée de la polka. Après la valse apparaît une nouvelle danse, donc vers 1827, en même temps qu'arrivait à Paris un nouvel ambassadeur d'Autriche, le comte Apponyi, accompagné de son neveu, un autre comte Apponyi, qui pendant 20 ans allait être le premier danseur des bals de société, aussi bien à la cour que dans tout le beau monde. Et c'est lui qui introduisit donc le galop, qui devint tout de suite à la mode grâce au soutien de la duchesse de Berry, qui était tout à fait enthousiaste. Alors le galop passa des salons dans les bals publics, et là on a de nombreux témoignages, surtout dans les bals de carnaval, quand le galop devenait le galop infernal d'une fin de bal, où il y avait une foule exaltée qui s'emparait de cette danse. Et là je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit extrait d'un roman de Paul de Kock, La fille aux 3 jupons, avec son héros Dupont Monsieur Dupont, qui va se rendre au bal de l'Opéra. Dupont, arrivant à Paris à l'époque du carnaval, commence sa vie de garçon par se rendre au bal de l'Opéra. Voilà donc notre homme au bal, se glissant au milieu de cette cohue qui se promène dans l'enceinte de la danse. Dupont choisit une petite blonde fort gracieuse sous le costume de Colombine. Pour faire connaissance, il l'invite à polquer. Mais notre habitant de Brive-la-Gaillarde ne savait pas à quoi il s'exposait. Il se figurait que l'on polquait au bal de l'Opéra comme dans sa province. Il ignorait surtout que la polka se terminait par un galop. Et quel galop! Il fallait le voir pour le croire. C'est un tourbillon, c'est une espèce de folie furibonde qui semble s'être emparée de tous les danseurs au son de cette musique brillante, vive, animée, qui vous enlève, vous électrise. Vous ne galopez plus, vous volez, vous tourbillonnez, vous vous élancez, vous poussez, vous vous bousculez les uns les autres. Soyez intrépides, ne perdez pas la tête, sinon vous serez renversés. C'est ce qui arriva à Dupont. Il n'était point de force à tenir sa place dans cette bacchanale, il est tombé. Il a entraîné sa danseuse qui se relève vivement et lui dit avec humeur « Mon petit, quand on ne sait pas galoper, on n'invite pas une dame à y aller !» Et aussitôt la Colombine saisit le bras d'un arlequin et se remet avec lui à galoper, tandis que le pauvre Dupont, qui ne s'est pas relevé assez vite, reçoit sur lui les pieds de plusieurs galopeurs et ne se relève que couvert de contusions. Notre homme, qui souffre beaucoup des genoux, des épaules et du dos, quitte le bal en boitant et rentre se coucher à son hôtel en disant « Voilà assez d'amusement pour cette nuit ». Alors, arrive la date fatidique de 1844 avec le véritable tsunami qu'est la polka qui se déclare donc en 1844. Alors quand je dis 1844, c'est vraiment la date officielle de ce qu'on a appelé la polkamanie ou la polka morbus, ou qu'on a dessiné sous divers noms. En fait, dès 1840, un maître à danser autrichien, Johann Raab, était venu
à Paris et avait présenté une démonstration de polka au théâtre de l'Ambigu, sans soulever plus d'émotion que cela. Et sans qu'on sache très bien pourquoi, en 1844, c'était le bon moment, ça déclenche vraiment une véritable frénésie. Et alors là aussi, on a beaucoup de textes qui constatent ce fait. La polka est venue, on sait quel enthousiasme elle a excité à Paris. Il n'était dame si noble et si hautaine qu'elle fut, qui ne voulut être initiée à la religion nouvelle. Ce fut une rage, une épidémie universelle. Rien ne put l'arrêter. Point de salon, point de cercle, point de café où l'on ne parle à polka. Les journaux en étaient pleins, partout des prospectus de polka. On ne rencontrait qu'affiches de polka. Et effectivement, vont proliférer toute une série de publications, et notamment ce petit ouvrage, La polka enseignée sans maître, qui nous apprend comment a été dansée la polka à ses débuts. Donc c'était une danse aussi un peu plus exigeante qu'elle ne l'est devenue ensuite, puisqu'il y avait une série de figures plus ou moins imposées. Et vous avez ici des illustrations qui montrent quelques-unes de ces figures, la promenade, le pas bohémien, le moulinet, etc. Et au-dessus, le portrait du grand maître de la polka, Cellarius, qui allait devenir une célébrité pratiquement européenne en démontrant la polka, bientôt suivi par un certain nombre d'autres maîtres à danser, dont Laborde. Raab, qui était retourné à Vienne, voyant l'effervescence parisienne, revint à Paris pour ouvrir lui aussi son cours de danse. Et pendant plusieurs mois, il y a eu une effervescence incroyable. Donc là, justement, pour vous montrer les différentes positions que vous pouvez adopter dans cette valse, et puis, bien sûr, les caricaturistes qui s'en donnèrent à cœur joie avec toute une série de planches. Donc cette série de Vernier, la Polkamanie. D'autres caricaturistes, Cam, Louis Muet, etc. Et puis une caricature que j'aime bien, la polka conseillée par le médecin. Et enfin, toute une série de pièces, de publications. L'apparition des célébrités de la polka, donc les premières danseuses et danseurs qui montrèrent la polka dans les bals publics devinrent très célèbres, parmi lesquels, bien sûr, la reine Pomaré et Céleste Mogador ont gardé un nom qui évoque encore vaguement quelque chose. Du côté des cavaliers, il y avait Pritchard, il y avait Prididi, qui, dans la journée, étaient de bons commerçants de la rue Saint-Denis et qui, les soirs de bal, devenaient des grandes vedettes sous ces noms d'emprunt. Alors, dans tous les théâtres, on présentait des pièces autour de la polka. Et par exemple, on peut lire en 1844, dans un journal, « Encore une polka, lorsque déjà nous en avions trop, hélas. C'est maintenant plus qu'une giboulée, plus qu'une pluie, plus qu'une avalanche, c'est un déluge. Les danseurs jaillissent de toutes les coulisses. Quelle amoureuse de vaudeville n'a pas sa polka au bout des jambes ? La polka est de tous les salons, de tous les pubs, de tous les théâtres. La polka comique au Palais Royal, la polka polonaise aux Variétés, la polka académique à l'Opéra, la polka sentimentale à la Gaîté, la polka fantastique à la Porte Saint-Martin. Un jour, nos petits-neveux diront « Nos pères n'eurent qu'une passion au XIXe siècle et cette passion fut la polka. Oh, honte sur nous !» Donc, chansons à la polka, enfin tout ça, et alors ce que nous appellerions aujourd'hui les produits dérivés, avec donc des statuettes. Vous voyez que les statuettes s'inspirent des estampes qui montrent un couple en train de polker. La manufacture de Creil et Montereau créa toute une série autour de la polka, en reprenant les illustrations du petit ouvrage que je vous ai montré, pour montrer les différentes figures. Ce curieux pyrogène, autrement dit porte-allumette, avec le détail des éperons, parce que dans un premier temps, il était de bon ton pour les cavaliers de porter des éperons, donc ce qui n'était pas très favorable à la conservation des dentelles et des robes des dames, donc c'est quelque chose qui fut assez vite abandonné, mais donc il y a des caricatures aussi qui développent ce thème. Alors, l'engouement incroyable suscité par la polka provoqua aussi en retour des envies de poursuivre la chose, parce qu'évidemment, même si la polka est restée ensuite une danse dansée tout au long du siècle, l'enthousiasme baissait un petit peu, et les maîtres à danser, évidemment, avaient tout intérêt à recréer un phénomène polka. Donc ils l'essayèrent la même année, à la fin de l'année, avec la mazurka. Donc, de la même façon qu'avec la polka, on vit des pièces, des publications, des caricatures, etc., autour de la mazurka. Alors, en fait, la mazurka n'était pas une danse vraiment nouvelle, puisqu'elle avait été dansée à Paris sous l'Empire déjà, puisqu'il y avait pas mal de Polonais et de Russes qui
qui séjournaient dans la capitale. Et elle continuait à l'être de manière un peu sporadique dans la colonie polonaise de Paris, et notamment chez les princes Czartoryski, qui donnaient régulièrement des bals, et presque toujours, il y avait quelques Polonais qui se laissaient aller à danser une mazurka. Alors, la mazurka, telle qu'elle était pratiquée en Pologne ou en Russie, était une danse assez compliquée, avec des pas assez inhabituels, des figures assez complexes. Donc, la vogue n'en dura pas très longtemps, et assez vite, elle devint ce qu'on appelait la polka mazurka, donc une danse beaucoup plus simple, sur une musique de mazurka, mais cette fois-ci, c'était une simple danse tournante qui alternait régulièrement un pas de mazurka et un pas de polka étiré sur 3 temps. À la suite du succès de la polka, du succès de la mazurka, tous les maîtres à danser tentèrent de créer de nouvelles danses. Alors, d'une manière plus ou moins éphémère, on se succédèrent des danses comme la redova, une espèce de mazurka valse, qui est d'ailleurs, qui se dit une valse bohémienne, qui est en fait plutôt une invention d'un maître à danser parisien, qui s'inspire de figures de la polka en Bohème, dans la Redovachka. La Varsoviana, une autre variante de mazurka, et puis la Scottish, qui apparaît un peu plus tard, et qui, malgré son nom, n'a rien d'écossais, mais qui est une danse qui vient aussi d'Allemagne et de Bohème. Donc, au début des années 1850, on arrivait à cette variété de danse qui avait remplacé la monotonie du quadrille français, même si on continuait à danser le quadrille. Et là, vous avez sur cette partition l'ensemble des danses qui étaient pratiquées, donc polka, varsoviana, redova, scottish, etc. L'année suivante, 1956, nouveau raz-de-marée, l'arrivée du quadrille des Lanciers. Donc il était très bienvenu pour renouveler un peu l'intérêt pour le quadrille, parce qu'après des décennies de quadrille français, les gens avaient envie de variété. Et donc le quadrille des Lanciers arrive, appelé quadrille anglais, en 1856, et s'impose immédiatement. Alors là non plus, ce n'était pas une nouveauté, parce que en fait, le quadrille des Lanciers était la création d'un maître à danser français établi à Dublin, et il avait été créé dès 1817. Et on ne sait pas très bien pourquoi, il a joui d'un tel... il a provoqué un tel enthousiasme en 1856, mais en tout cas, le fait est là, et on a vu de nouveau le déluge de publications, de caricatures autour de ce quadrille. Alors, le quadrille des Lanciers par rapport au quadrille français mettait en scène beaucoup de salut, beaucoup de révérence. Et dans certaines descriptions un peu tardives du quadrille, on voit que dans la première figure, il y avait 6 saluts révérences qui scandaient la danse. Il y avait la troisième figure où il y a le grand salut avec un point d'orgue très long. Donc il y a beaucoup de caricatures qui mettent en avant cette série de saluts. Et alors de nouveau, on retrouva comme au temps de la polka la rivalité entre les divers maîtres de danse. Donc un article publié dans le journal Amusant en février 1857, La guerre des Lanciers. Dissidence, schisme, concurrence et bataille, voilà le résultat final de la nouvelle épidémie dont les tibias parisiens sont atteints depuis 2 mois. En vérité, les guelfes et les gibelins, la rose rouge et la rose blanche, les glouquistes et les piccinistes n'ont pas fait plus de bruit dans le monde. Célarius et la Borde, voilà les 2 cris de ralliement au l'an de grâce 1857. La Borde, Célarius, 2 matadors, 2 chefs d'école, 2 notabilités du flic-flac et du jeté battu. Entre les 2, mon pied balance. Lequel des 2 possède le quadrille des Lanciers authentique et pur sang ? Où est la vérité ? Où est l'erreur ? Où est la lumière ? Où est l'étoile polaire qui me guidera au milieu de ces ténèbres, au milieu de ce chaos, au milieu de ces moulinets et de ces révérences ? Le fait est que le trouble et la confusion règnent dans les salons. Et cette anarchie chorégraphique jette le désordre dans la presse, détraque le cerveau de nos journalistes, fait divaguer, radoter la 3e et la 4e page. Oyez plutôt. Monsieur Laborde a été mandé à la cour pour régler le quadrille des Lanciers tel qu'il se danse dans les salons aristocratiques de Paris et de Londres. Monsieur Strauss assistait à cette conférence de haute étiquette. En lisant cette réclame semi-officielle, vous croyez être fixé. Tarare, vous ne l'êtes pas, car le même journal vous offre à la 4e page cette annonce significative. Quadrille des Lanciers.
Monsieur Cellarius est le seul qui enseigne le quadrille des lanciers tel qu'il est dansé à la cour et à l'ambassade d'Angleterre. N'est-ce pas que c'est épatant? Tirez-vous de là si vous pouvez. Voilà pour le quadrille des lanciers anglais. Mais ce n'est pas tout. Voici venir le quadrille des lanciers américains de messieurs Boiseau, père et fils. Cellarius et Laborde à la rescousse, Montjoie et Saint-Denis, su à l'ennemi. Puis d'autre part, on nous annonce le quadrille des lanciers russes et le quadrille des lanciers polonais. Que faire? Que devenir? Quel parti prendre? Quel drapeau arborer? À quel lancier se vouer? Alors effectivement, donc là je vous montre quelques caricatures et aussi les pièces, une des pièces qui présentait un quadrille des lanciers pendant l'année 1857. Mais à la suite de ça, toute une série de nouveaux quadrilles apparurent. Le premier d'entre eux, le quadrille du prince impérial, qui est intéressant parce que c'est une des rares danses pour lesquelles on a une date de naissance vraiment précise, puisqu'il a été publié le lendemain de sa première démonstration dans un bal à l'opéra, et qu'ensuite il a eu un certain succès. C'était un des quadrilles qui a été pas mal dansé en dehors de France, parce qu'il est décrit dans tous les manuels anglais, américains, italiens ou allemands. En France, la chute de l'Empire lui a été fatale, et après 1870, on n'en entend plus parler, évidemment. Mais à la suite de cela, on a, comme dans le texte que je vous ai lu, le quadrille russe, le calédonien, le quadrille américain, le quadrille des dames, le quadrille des 5 parties du monde, enfin, et j'en passe beaucoup, qui furent créés après le quadrille des lanciers. Parmi eux, un curieux quadrille à 3 couples, donc le triangle, qui pouvait permettre de danser quand il n'y avait pas le nombre suffisant dans un bal de couples. On pouvait donc se lancer dans un quadrille à 3 couples. Alors, la dernière des danses que j'évoquerai pour cette première série, c'est le cotillon, qui était la danse finale à la fin des bals, apparu aussi sous la Restauration. Alors, le mot cotillon a eu toutes sortes de sens. Au XVIIIe siècle, c'était une appellation en fait, de la contredanse française. Et dans la terminologie anglo-saxonne, d'ailleurs, le cotillon désigne ce qu'on appelle contredanse française en France. Mais au XIXe siècle, c'était devenu une espèce de danse-jeu avec un meneur. Donc, vous voyez sur ce tableau un peu tardif le personnage avec son tambourin, qui tape la mesure et qui annonce le début d'une nouvelle figure. Donc ces figures, enfin, pour avoir une idée de ce que ça pouvait être, si vous connaissez tous la danse du tapis, et c'est le dernier avatar au fond des figures de cotillon. C'est-à-dire que on laissait un peu au hasard ou à la fantaisie le choix du cavalier ou de la cavalière. Et donc, par exemple, vous avez ici une figure où la dame qui avait un chapeau en main mettait le chapeau sur la tête du cavalier avec lequel elle voulait continuer à danser, etc. Donc ça a été une danse qui a été très, très appréciée. On attendait, enfin, dans les balles, on attendait la fin pour le cotillon. Et à partir d'une certaine époque, le cotillon est accompagné d'accessoires, d'où le sens qu'on donne aujourd'hui au mot cotillon, qui est donc issu de cette danse. Alors, à la suite de ça, les maîtres à danser créent à peu près tous les 6 mois une nouvelle danse. Alors, la danse tient ou ne tient pas, mais il y a ici quelques-unes qui ont tenu quelques saisons, l'Ostendaise ou la Berline ou encore le pas de 4. En même temps, un renouveau de goût pour les danses plus anciennes. On voit réapparaître dans le salon au moins les noms de danses anciennes, parce que la manière dont elles étaient exécutées n'avait que peu à voir avec les danses elles-mêmes, et donc on voit réapparaître le menuet, la pavane, la gavotte, etc. Puis commence à déferler à partir du début du XXe siècle les danses venues d'outre-Atlantique. Donc la première d'entre elles, le cakewalk, qui a un grand succès pendant quelques saisons, aux grandes dames des maîtres à danser. Je vous lis un petit extrait d'un manuel de danse de l'époque. Nous avouons que longtemps nous avons balancé la question de savoir si cette danse importée de l'Amérique du Nord figurerait dans notre traité de danse de salon. Même après nous être enfin décidés à l'admettre, nous avons de la peine à considérer ces évolutions excentriques comme une danse digne d'être admise dans nos salons, même après avoir été réglés et émondés de ces exagérations comme nous l'avons fait ici. Alors la matchiche, qui est aussi un succès qui durera quelques saisons, et enfin en 1911 arrive le tango, qui lui va avoir un succès, enfin ça va renouveler un petit peu le beau temps du
de la polka, et on va parler aussi de tangomanie. Et là, je vous lis un petit extrait d'un article paru en 1913 qui parle de Tangoville. Tangoville, c'est Paris, la capitale du monde civilisé, la ville lumière, la cité des arts et du goût. Paris n'est plus qu'un vaste casino où l'on tangue. C'est une rage, c'est un délire, une folie, ou si vous aimez mieux, une mode. L'an dernier, le tango était déjà menaçant, déjà grave, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun espoir. La tangomanie a irrémédiablement envahi toute la ville et tous les mondes. Valse, Boston, two-step ont été rejoindre le menuet, la pavane et la courante. Thé-tango, favo clock tango, tango souper, tango champagne, matinée tango. 7 fois par semaine, on danse le tango à Paris, de 4 heures du soir à 4 heures du matin. On danse le tango dans le monde, dans le demi et le quart de monde. On le danse au théâtre et au music hall, sur la scène et dans la salle. On le danse au restaurant, etc. etc. Donc, nous avons fait le tour de toutes les danses qui ont été pratiquées au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc, je voudrais maintenant aborder le chapitre de l'enseignement de la danse et des maîtres à danser qui se sont succédés tout au long du siècle. Donc, au début du siècle, comme la danse était pratiquement la danse théâtrale, on allait chez de vrais maîtres à danser quand on voulait danser en société, qui étaient souvent d'ailleurs des danseurs de l'opéra. Et on pouvait éventuellement se livrer à la torture de ces instruments qui étaient destinés à assurer l'ouverture des jambes, qui était un prérequis pour pouvoir exécuter ces pas virtuoses. Tous les manuels de maintien de bon ton ont un chapitre dédié aux manières utiles dans un bal, de même que tous les manuels de danse avaient un chapitre consacré au maintien au bon ton. Alors je cite un petit peu dans le coin aussi un type de livre qui était aussi fréquent, qui étaient les livres qui fulminaient contre la danse, donc en général avec des préfaces de l'archevêque local. Alors la danse s'apprenait donc soit chez le maître de danse, soit à l'école, donc comme vous le voyez ici. Et un endroit auquel on ne pense pas toujours, c'était la caserne, parce qu'en fait, les militaires apprenaient à danser, donc comme vous le voyez ici, et en revenant dans leur lieu d'origine, dans les campagnes ou dans les provinces, c'est eux qui amenaient au fond les danses parisiennes au milieu des danses traditionnelles. C'est pour ça qu'on retrouve dans les danses bretonnes, par exemple, toute une série d'avant-deux, d'avant-quatre qui sont issus du quadrille, de même qu'ont été intégrés les scottish ou les valses. Un autre type d'enseignement qui était plus ardu, qui se développait aussi dans l'armée pour ceux qui étaient plus accrochés, aboutissait à l'obtention d'un brevet de danse et permettait de devenir prévôt de danse ou maître de danse. Donc là, quelques-uns de ces brevets. Et les danses qu'on apprenait étaient au fond les danses qui étaient pratiquées sous le consulat. Ici, vous avez quelques pages tirées d'un livre, d'un cahier d'un maître à danser qui a appris à danser donc, à l'armée. Et vous voyez qu'en dehors des danses plus normales, donc le quadrille des lanciers ou le quadrille américain, les danses qu'il pratiquait, c'était des danses requérant vraiment une technique très, très forte, avec notamment la gavotte, donc la fameuse gavotte qu'on retrouve ici, la cosaque, la polichinelle, qui sont restées dans le répertoire des danses traditionnelles de Provence. Et il y a toujours des assauts de danse en Provence, ainsi qu'au Pays Basque, où on utilise ces danses qui sont donc issues du répertoire militaire lui-même, issues du répertoire des danses du consulat. Alors, je vais vous passer en revue un peu rapidement les principaux maîtres de danse qui ont exercé tout au long du XIXe siècle, avec le premier d'entre eux, enfin le premier qui est laissé de traces, c'est Gourdoudeau, qui a publié 3 éditions de son livre de danse, la première en 1804, donc très tôt, et donc il développe la théorie du quadrille français avec tous les pas et tous les traits qui sont utiles pour le pratiquer. Vous voyez qu'il a été traduit assez vite en anglais et en allemand. À la suite, toute une série de traités dus à Carlo Blasis. Alors là, c'est assez intéressant parce que c'est des traités qui mélangent la danse théâtrale et la danse de société. Ce qui est d'ailleurs assez significatif puisqu'on pensait que
quelqu'un qui pratiquait la danse de société pouvait éventuellement pratiquer aussi, être au niveau d'un danseur professionnel. Albert, qui était un danseur de l'opéra, qui reprend un petit peu le manuel, le traité de Gourdoudot, mais en le disant d'une autre façon. Donc en confrontant les deux traités, on arrive parfois à mieux comprendre de quoi il s'agit. Ici, un manuel très peu connu, Saint-Jacôme, en 1835, qui décrit le quadrille français, mais qui décrit aussi un quadrille saint-simonien, qui est une espèce de quadrille satirique, où les figures sont un peu inversées. Donc, par exemple, dans la première figure, au lieu de la chaîne des dames qu'on a dans le pantalon, on a ici une chaîne des cavaliers. Et la cinquième figure, sans qu'on en ait de traces dans les textes de l'époque, eu un succès suffisant pour s'imposer. Et dans le traité de 1839 de Brunel, la cinquième figure n'est autre que la cinquième figure du quadrille saint-simonien, et elle va s'imposer pendant une grande partie du siècle. Alors je ne pense pas qu'on dansait la saint-simonienne aux Tuileries, mais en tout cas dans les bals privés, on ne dansait plus la finale du quadrille français d'origine, mais on dansait la saint-simonienne. Alors, le maître de danse le plus connu, c'est Cellarius, donc le propagateur de la polka, qui en 1847 publiait un livre, un traité de danse, la danse des salons, qui eut beaucoup de succès, qui fut réédité dès 1849, qui fut traduit en anglais, qui fut traduit en russe, comme vous voyez, et qui fut toujours un ouvrage recherché par les bibliophiles, d'où en fait le fait que le nom de Cellarius soit resté dans le souvenir collectif, grâce à ces jolies illustrations dues à Gavarni. Alors le grand rival de Cellarius, Laborde, n'a pas écrit à proprement parler de traité de danse, mais il a écrit un ouvrage sur le cotillon qui développe donc toutes les possibilités qui s'offraient aux danseurs pour cette danse de fin de bal, avec d'assez jolies illustrations. Puis donc le traité de Galivkovski qui est assez précis, assez intéressant. Je trouve que c'est un de ceux qui permet le mieux de comprendre tout ça, et c'est celui qui inventa au fond la Redova. Jacques Renosy aussi, Dera qui lui écrivit un dictionnaire de la danse qui est encore consulté aujourd'hui, qui est un ouvrage où on a une foule d'informations très intéressantes. Le pape des maîtres de danse, Eugène Giraudet, qui a publié des centaines d'éditions toujours développées, augmentées, réécrites de son traité de danse, qui est à la fois très irritant parce que c'est un personnage qui était probablement très imbu de lui-même, mais qui en même temps fournit un nombre d'informations incroyables. Luçon Borel, qui est un personnage mystérieux parce qu'on n'a vraiment aucune information sur lui, on ne sait même pas si c'est un ou deux personnages, si c'est M. Luçon et M. Borel, ou si c'est M. Luçon Borel, qui est un des traités les plus utiles parce que c'est un des plus clairs pour toutes les danses de la fin du siècle. Et enfin, le dernier, Bottalo, qui en 1912 est le premier à donner une description du tango. Enfin, je citerai Markowski, bien qu'il n'ait écrit aucun manuel, parce que c'était un personnage qui ferait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les people. C'est un personnage dont on parlait tout le temps. Il faut dire qu'il a une vie assez compliquée. Il a fait des centaines de banqueroutes. J'exagère un peu, mais il montait souvent des sociétés qui faisaient faillite très vite. En tout cas, il était très inventif. C'est lui qui introduisit, semble-t-il, la Scottish. Et il avait concocté toute une série de chorégraphies dont on conserve les noms, mais dont on n'a pas de traces descriptives. Alors, un objet très utile pour savoir un peu comment se déroulait un bal, c'est le carnet de bal. Alors, il y a plusieurs types de carnets de bal. Le carnet de bal un peu chic, un peu précieux, que portaient les dames. Donc, souvent, c'était soit de la peau de cygne, soit de l'ivoire, et on pouvait noter le nom du danseur qu'on avait retenu pour s'en souvenir, tout simplement. Puis on effaçait après. Et donc, ce sont des jolis objets, mais qui ne nous apportent pas vraiment d'informations. En revanche, une liste de danse comme celle que vous voyez à droite, ou des carnets comme ceux que vous avez ici, permettent de voir
se condensaient dans un bal à une époque donnée, à une date précise. Et quand on confronte un grand nombre de carnets de bal, on peut voir l'évolution, par exemple le nombre de quadrilles par rapport aux danses tournantes. On voit que plus le siècle avance, plus les quadrilles rétrécissent, si j'ose dire. Et puis on voit l'apparition de danses nouvelles régulièrement. Alors les compositeurs qui accompagnaient ces danses, c'est des gens qui sont pour la plupart tombés tout à fait dans l'oubli. Le premier d'entre eux, c'était Julien Clarchy, qui a écrit toute une série de recueils de contredanse. Alors Julien Clarchy était vraiment la coqueluche de la société parisienne. Et il était aussi bien le chef d'orchestre des bals de la cour que chez Madame Récamier ou ailleurs. Et il avait la particularité d'être à la fois américain et mulâtre, ce qui le rendait doublement exotique, mais il était vraiment très apprécié partout. Et alors c'est intéressant de voir la mise en place du quadrille dans ce 28e recueil. Vous voyez, j'ai choisi la Valbonne volontairement, puisque vous voyez en haut deuxième quadrille, et c'est la 6e contredanse décrite. Donc on voit déjà que les 5 contredanses précédentes décrites formaient déjà un quadrille, et que là on a un nouveau quadrille qui va concerner les 5 contredanses suivantes. Et vous voyez aussi qu'avec une musique nouvelle, on utilise quand même la chorégraphie, les déplacements de la figure du pantalon. Donc au départ, on avait une contredanse avec une musique. La contredanse se conserve, mais on y calque toutes sortes de musiques différentes. Et on continue avec Tolbeck, donc le successeur de Clarchy comme chef d'orchestre des bals de la cour, qui lui publie de nombreuses contredanses, de nombreux quadrilles de contredanse, et c'est le premier, ou du moins l'un des premiers, à instaurer cette mode de puiser dans les ouvrages qui avaient du succès, les opéras ou les ballets, toute la substance de ces quadrilles. Donc on puise des phrases de 4 ou de 8 mesures, on les trafique un petit peu pour qu'elles s'accordent au déplacement, et on a un quadrille, donc vous voyez sur Guillaume Tell, sur Robert le Diable, etc. En même temps qu'il composait par ailleurs des quadrilles issus de son cerveau. Alors, le roi de tous ces compositeurs de quadrilles, c'est bien sûr Musard. Bon, son nom évoque encore vaguement quelque chose, mais personne n'a jamais entendu une note de sa musique, alors qu'en son temps, c'était vraiment une célébrité qu'on ne peut comparer aujourd'hui qu'à quelqu'un comme, je ne sais pas, Michael Jackson, ou vraiment une pop star. Et donc on peut lire dans le Ménestrel du 15 février 1835, « De mémoire musicale, on a vu de célébrités aussi étendues, de popularité aussi réelle, aussi générale, aussi incommensurable que celle acquise dans l'espace de 2 années par ce maestro du quadrille. Il n'est pas un coin de Paris, pas un coin de France, pas un coin de l'Europe, il n'est ni salon, ni chaumière, ni palais, ni mansarde, où le nom de Musard n'ait été lu ou prononcé, où ces quadrilles n'aient été joués ou dansés, fredonnés ou sifflés. » Julien, qui est aussi une personnalité fulgurante, qui a été un peu escamoté par Musard. En fait, il y avait une certaine rivalité entre les deux, ce qui fait que Julien, finalement, a choisi d'aller s'installer à Londres, où il a joué le rôle que jouait Musard à Paris, tout en étant en même temps le chef d'orchestre des bals de la cour. Donc, la reine Victoria a dansé sous la musique dirigée par Julien. Dans sa période parisienne, il avait créé un certain nombre de quadrilles qui avaient eu un succès fulgurant, avec adjonction de canons, de toutes sortes d'objets hétéroclites qui créaient vraiment un événement qui était très, très commenté par la presse, de même que faisait Musard au bal de l'opéra. Une autre personnalité qui est tombée complètement dans l'oubli, c'est ce pauvre Isaac Strauss, qui n'avait pas la chance de s'appeler Strauss à Paris en même temps que Strauss de Vienne. Mais à Paris, on parlait de Strauss, on parlait de Strauss de Vienne. Le vrai Strauss, c'était Isaac. Bon, assez vite, évidemment, la notoriété des Viennois a fait que Isaac est tombé complètement dans l'oubli. Néanmoins, en son temps, il était archi-célèbre, et vous voyez qu'une partie de son catalogue était extrêmement copieux. Tous les ans, il sortait une espèce d'album, comme vous en avez ici, où étaient regroupés les danses qu'il avait composées le plus récemment et qui étaient volontiers offerts comme cadeau d'étrenne. C'était d'ailleurs pas le seul. Beaucoup de compositeurs
faisait la même chose. Et donc, on avait une prolifération de ces albums qui paraissaient au mois de décembre et qui étaient donc achetés à ce moment-là ou offerts, comme je vous le disais, comme cadeau d'étrenne. Et ici, pour bien vous montrer cette incroyable prolifération, une page tirée d'un catalogue d'un éditeur qui n'est pas le plus connu. Et vous voyez que toutes les semaines, il y avait un nouveau quadrille ou une nouvelle valse qui paraissait. Alors après... Donc je vous ai parlé aussi de cette habitude qu'on avait de triturer les musiques des opéras qui avaient du succès. C'était le cas pour les opéras nouveaux. Ça pouvait être le cas quand un opéra a été repris. Et donc, par exemple, en 1860, on reprend la Sémiramis de Rossini et aussitôt, toute une série de quadrilles et de valses de Volca sont tirées, j'aime beaucoup la polka ninivienne, sont tirées de l'opéra représenté. C'est le cas pour l'Africaine qui est créée en 1865. C'est le cas pour La Belle Hélène d'Offenbach. Donc, c'est des musiques qui nous sont plus familières. Et c'est le cas aussi d'une manière un peu caricaturale avec le succès incroyable obtenu par La Fille de Madame Angot en 1873. Donc là, vous voyez qu'il y a au moins 6 ou 7 quadrilles, 3 valses, 4 polkas, etc. À tel point qu'on a aussi cette chanson comique qui nous dit en gros assez de La Fille de Madame Angot. Alors d'autres compositeurs qui sont tombés plus ou moins nombreux, Olivier Métra, grâce à la rue, Olivier Métra est resté un petit peu dans la mémoire. Il faut bien penser qu'en son temps, il rivalisait avec Johann Strauss fils, et qu'il y a eu une espèce de duel à un bal de l'opéra, je crois en 1873, où les deux compositeurs chefs ont alterné et en fait, ils ont été considérés comme égaux. Pilodo aussi, qui était un chef très apprécié et qui avait la même figure grêlée de petite vérole et le même visage un peu austère que Musard en son temps, et qui était, lui, le chef très aimé du bal Mabille. Alors maintenant, à quelles occasions dansaient donc ces valses? Alors, ces danses, c'était bien sûr d'abord dans les bals, donc dans les bals officiels. Ici, quelques images qui montrent un bal à l'occasion de la visite de la reine Victoria en 1855. Donc c'est un bal qui est bien connu parce qu'il y a eu tout un album d'aquarelles que vous voyez ici qui garde le souvenir de ces danses. Alors, ces bals officiels étaient à la fois très recherchés, mais aussi un peu une torture, parce que quand il y avait 5000 invités qui débarquaient à l'opéra, c'était une cohue pas possible. Et alors, c'était assez amusant de confronter les textes publiés par la presse, où on dit que tout s'est bien passé, tout était formidable, coup d'œil merveilleux, etc. Et puis les textes écrits dans les journaux des particuliers, qui parlent, eux, de la cohue épouvantable, que les dentelles ont été déchirées, les souliers abîmés, etc. Alors, un bal à l'hôtel de ville, dans l'hôtel de ville tel qu'il avait été agrandi par les travaux de Louis-Philippe, vous voyez que ça a occupé une surface énorme, donc on comprend qu'on ait cherché à inviter beaucoup de monde. La surface pouvait être encore augmentée comme au moment du mariage du duc d'Orléans en 1137, en établissant un plancher sur la cour du milieu, au niveau du premier étage, qui créait une nouvelle grande salle. Donc là, encore un bal à l'hôtel de ville en 1856, à l'occasion du baptême du prince impérial. Et alors, bien sûr, le lieu de tous les fantasmes, les Tuileries, où le bal se déroulait aussi sur une surface très étendue. Là, je me suis amusé à faire une petite présentation de toutes les salles où se déroulait le bal. Il pouvait y avoir plusieurs orchestres. Alors, sous l'Empire, les bals se déroulaient plutôt dans la salle de spectacle, donc à l'emplacement de la lettre K, qui, à ce moment-là, était transformée en salle de bal. C'est là que se déroulait le bal. Dans les périodes suivantes, sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire, c'était plutôt dans l'ensemble des salons, et notamment dans le salon central, dans la salle des maréchaux. Alors, je vais vous lire un texte tiré des souvenirs de Madame Carrette, qui avait été la lectrice de l'impératrice, et qui décrit assez bien tout le déroulement d'un bal aux Tuileries.
Depuis le mois de janvier jusqu'au carême, il y avait 4 grands bals officiels pour lesquels on faisait de 4 à 5 000 invitations. Les hommes devaient être en uniforme ou en habit de cour, et ces réceptions, au milieu de la splendeur des salons du palais, avaient un éclat dont il est difficile de se rendre compte aujourd'hui. La foule des invités s'amassait dans la galerie de la Paix, attendant le moment de pénétrer dans la salle des maréchaux, dont les portes restaient fermées jusqu'à ce que leur majesté fisse leur entrée. Plusieurs rangées de gradins, sur lesquels les femmes étaient assises, entouraient cette salle de proportions immenses. Au milieu, sur une estrade peu élevée, se trouvaient 2 grands fauteuils semblables et d'autres sièges. L'empereur et l'impératrice y prenaient place, entourés des membres de la famille impériale et des personnes ayant un rang à la cour, etc. etc. Alors, là, un bal semi-officiel, cette fois-ci dans un ministère. Là, vous voyez une salle inventée pour le bal, puisqu'on a recouvert l'ensemble du jardin, on a créé une salle simplement pour cette occasion. Parce qu'aucune salle dans l'hôtel lui-même ne pouvait permettre de contenir autant de gens. Ici, quelques invitations pour les bals. Et quelque chose qui se passait souvent dans ces bals officiels, c'était ce qu'on appelait un quadrille. Donc, je vous disais au début de cette conférence que le quadrille pouvait avoir des sens différents. Et dans ce sens-là, il était plus proche de son sens d'origine, donc une espèce de ballet qui était préparé, où les costumes comptaient beaucoup et où les personnes qui avaient été choisies faisaient un certain nombre d'évolutions, en général réglées par un danseur de l'opéra, et qui venaient interrompre le bal proprement dit. Donc c'était toute une affaire que d'organiser ces quadrilles. Il y avait beaucoup de dépenses de costumes. Et l'un des plus célèbres qui est resté dans l'histoire est celui de Mary Stuart, organisé pour un bal de la duchesse de Berry aux Tuileries. Il est resté célèbre parce que l'ami avait dessiné les costumes et qu'on conserve les dessins de l'ami, que donc du coup le quadrille est resté dans les mémoires. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Vous en voyez quelques exemples ici. Et un des derniers, ça a été le fameux quadrille des abeilles dans un bal aux Tuileries où les danseuses qui avaient été désignées apparaissaient dans des espèces d'énormes ruches puis sortaient dans un costume d'abeilles assez problématique. Il y avait aussi les bals de charité qui pouvaient requérir une grosse mise en œuvre de moyens divers et qui pouvaient avoir lieu dans des endroits très divers. Donc, l'un des plus célèbres, c'était le bal de la liste civile qui était destiné à recueillir de l'argent pour le donner à ces malheureux pensionnés de la Restauration qui, avec la chute de Charles X, avaient perdu leur pension. Et donc, ils avaient lieu chaque année dans des endroits différents, notamment ici, en 1941, dans le théâtre italien. Mais une année, ils eurent lieu avec un délice frissonnant pour les dames au bal Mabille, parce qu'aucune grande dame n'allait évidemment au bal Mabille. Bon, je vois que le temps passe et que je vais être obligé d'abréger un petit peu. Donc, évoquer les bals privés. Donc, ici, vous avez quelques représentations de bals privés. Je vais peut-être terminer par la lecture d'un texte assez amusant, paru dans La Semaine des familles du 14 janvier 1882, qui évoque les préparatifs d'un bal chez un particulier. Cette fois, c'est bien fini. L'année 1882 a sonné et sous aucun prétexte, les Parisiens ne peuvent rester plus longtemps au champ. Il faut être maintenant rentré à Paris. Et que faire à Paris à moins que l'on ne danse ? Et mon Dieu, oui, tant qu'il y aura des jeunes gens et des jeunes filles à marier, il faudra bien qu'on donne des bals depuis le faubourg Saint-Germain jusqu'au faubourg Saint-Denis et depuis l'avenue de Villiers jusqu'aux régions de Montrouge, depuis les hôtels des grands seigneurs jusqu'au logis des petits rentiers. Un bal, donner un bal, ou tout au moins quelque chose qui ressemble à un bal, ce n'est ni simple ni facile pour un bon bourgeois de Paris, même quand il se soucie médiocrement de la question d'argent. Donner un bal pour un Parisien qui ne possède pas un palais de millionnaire, cela équivaut pour lui à un véritable déménagement, à une période de gêne multiple pendant laquelle toutes ses habitudes seront dérangées. Nos appartements parisiens sont si petits que dès que vous réunissez seulement 50 personnes, il ne faut pas songer à les loger toutes dans le même salon. Alors, il faut improviser des salons supplémentaires. On démonte les lits de toutes les chambres et on transporte les matelas dans une ou deux mansardes où l'on couchera comme dans un dortoir. De ces chambres ainsi démeublées, le tapissier, avec ses tentures, et le jardinier, avec ses plantes vertes, se chargeront de faire autant de salons, bien exigus peut-être, mais charmants. Bah, une mauvaise nuit est bientôt passée. On se résignera à coucher dans les mansardes. Mais, oh mon Dieu, où dînera-t-on ? À la cuisine, parbleu.
au milieu des lamentations de la cuisinière qui ne comprend rien à cet effrayant méli-mélo de consommé froid ou chaud et de tasses de chocolat qu'on a confié à son industrie personnelle. Elle a la tête perdue et vous pouvez tout redouter de ses affolements. Le lendemain, une explication des plus vives a lieu avec elle, qui, loin de reconnaître ses fautes, rend fièrement son tablier en disant « Madame, j'avais cru entrer chez vous pour faire la cuisine de ménage et pas la cuisine de polka. » Bon, alors je voulais quand même vous montrer, parmi les bals aussi qui étaient réguliers, il y avait le bal des gens de maison qui avait lieu à la Salvagram. Et je voulais vous montrer une photo de la Salvagram parce que c'est au fond le dernier bal public du Second Empire qui subsiste à peu près intact. Ici, dans les bals publics, donc on entrait gratuitement dans la plupart des bals, mais on achetait des jetons et avant chaque danse, on donnait ce jeton à quelqu'un qui venait les réclamer. On aurait pu évoquer aussi la présence des danses traditionnelles dans les bals. Donc la bourrée, par exemple, était très présente à Paris, dans les bals de Barrière, ou même dans le centre, dans les petites guinguettes. Bien sûr, le bal de l'opéra, qui occupait toute la salle. Vous voyez qu'on dressait un parquet qui faisait de la salle et de la scène une unique grande salle où pouvaient danser 2 000 à 3 000 personnes, avec les personnages typiques de ces bals sous le Second Empire. Et puis pour terminer, une évocation de ces peintures qui fleurissent à la fin du siècle et qui tournent autour du bal. Alors il y a beaucoup de peintures, pas tellement de peintures qui montrent le bal lui-même, mais beaucoup de peintures qui évoquent les après du bal, avant le bal, après le bal, enfin tout ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que parfois, après le bal, il se passe des drames. Et enfin, pour terminer, une peinture que j'aime beaucoup, qui montre qu'au milieu de toute cette agitation, il y avait aussi des gens qui se fichaient comme d'une guigne de la danse. Voilà, j'espère ne pas vous avoir épuisé. Oui, bonjour. Je voudrais savoir pour quelle raison le cotillon était réservé pour la fin de soirée. C'était une danse plus informelle qui était liée quand même beaucoup à la fantaisie du meneur de cotillon. Et ça durait très longtemps aussi, ça pouvait durer une demi-heure, 45 minutes. Et donc, après avoir s'être livré à cet excès de danse, peut-être que les gens n'avaient plus tellement le courage de recommencer autre chose. Est-ce qu'elle avait quelque chose de plus inconvenant éventuellement que les premières danses ? Bon, je ne pense pas qu'un cotillon chez la duchesse de Berry était vraiment inconvenant, mais plus fantaisiste, il y avait plus de part d'improvisation. On ne savait pas ce qui allait se passer au fond, parce que c'était vraiment le meneur qui disait « vous faites telle chose » et les gens devaient s'exécuter. Donc c'était un peu un jeu. Vous avez dit que la valse était issue de l'allemande. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le Ländler aussi. Mais il y avait plein de principautés, plein de royautés en Allemagne. Donc, ça vient plutôt du sud de l'Allemagne ou du nord de l'Allemagne. Et puis, il y a également des Ländler villageois. Donc, est-ce que c'est parti de la cour et c'est descendu dans les villages ou est-ce que c'est le contraire ? Alors, d'abord, je l'ai peut-être dit, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas vraiment issu. La valse n'est pas vraiment issue de l'allemande, mais disons que c'est 2 danses qui ont des points communs et qui, toutes les 2, ont été considérées comme des danses osées. Alors maintenant, pour l'origine, aussi bien de la valse que du Ländler ou de toutes ces danses, c'est pas très clair, mais ce serait plutôt le sud de l'Allemagne, mais peut-être aussi la Suisse. Il y a beaucoup de Ländler dans les danses traditionnelles suisses. Dans la Suisse alémanique. Mais vous savez, là, on a quand même le sentiment que ces danses tournantes avec les positions fermées sont passées de danse traditionnelle vers la danse de société, alors que dans la plupart des cas, c'est plutôt le contraire. Mais là, au XIXe siècle, la polka aussi semble être plutôt une danse populaire qui a été un peu aménagée pour être admissible dans les salons. Alors que les contredanses, au contraire, c'est des danses savantes qui sont passées ensuite d'une manière simplifiée dans les danses traditionnelles. Oui, s'il vous plaît. Ma question concerne les musiciens qui intervenaient dans les bals. Est-ce qu'ils appartenaient à des orchestres symphoniques ou des orchestres de chambre de Paris, ou est-ce que c'était des musiciens particuliers qui ne faisaient que ça ? Non, dans la plupart des cas, c'était des musiciens qui appartenaient à des phalanges très illustres. Ils étaient musiciens à l'opéra ou musiciens au théâtre italien. Par exemple, Arban,
qui a d'ailleurs publié une méthode de cornet à piston, donc qui est encore utilisée par les gens qui étudient la trompette aujourd'hui, était premier cornet au théâtre italien. Donc c'était de très très bons musiciens, qui arrondissaient leur fin de mois ou s'amusaient en allant diriger les balles publiques. Et alors Musard, c'est un cas un peu particulier. Je ne pense pas qu'il ait été musicien par ailleurs, mais Tolbeck était, je ne sais plus ce qu'il était Tolbeck, je crois qu'il était violoncelliste aussi au théâtre italien. Enfin, la plupart avaient 2 carrières parallèles. Oui, merci monsieur pour la conférence et les magnifiques illustrations. J'ai trouvé que c'était très beau tout ça. Je voulais vous demander si le fait que la danse ait été tellement codifiée et avec un tas de figures et d'enchaînements au départ, ça pouvait avoir un lien avec un reflet éventuel, comme ça l'était autrefois, d'un certain ordre du monde et d'une harmonie cosmique ou de choses comme ça. Écoutez, je ne veux pas me lancer dans des considérations aussi... Enfin, ce qui est certain, c'est que la danse était considérée comme quelque chose, dans la société fortunée, bien sûr, était considérée comme quelque chose d'indispensable pour pouvoir se présenter d'une bonne manière dans le monde. En fait, on apprenait à marcher, à s'asseoir, à saluer, etc. Il y a d'ailleurs une scène assez amusante, enfin pas amusante, mais caractéristique dans Le Rouge et le Noir, quand Fabrice est présenté au marquis de La Mole, le marquis de La Mole le regarde et il glisse en aparté, je ne sais plus comment s'appelle l'abbé qui accompagne Fabrice, et il lui dit « Vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'il prenne quelques cours de danse ?» Donc, on voit bien là que la danse était considérée comme un complément indispensable à la bonne éducation. Pour savoir se tenir, et d'ailleurs, sous l'Ancien Régime, la danse était une des disciplines qui était obligatoire à l'armée. Donc il y avait l'épée, mais aussi la danse. Donc ça paraît un peu étrange aujourd'hui, mais un officier de l'Ancien Régime se devait de savoir danser correctement. Alors tout le monde n'était pas doué, tout le monde ne pouvait pas faire un menuet éblouissant, mais tout le monde était quand même, en principe, capable de se tenir dans le monde. Moi, je voulais savoir pour les balles populaires, puisqu'on n'a pas eu le temps, il y a un échelonnement aussi, j'imagine, selon l'entrée et le prix d'entrée des balles. Est-ce qu'il y a des balles plus ou moins populaires ou plus ou moins bourgeois ? Les balles du centre de Paris, donc, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des balles, on achetait des jetons où on donnait une piécette avant chaque danse. Le bal Mabille, si je me souviens bien, est le premier où on est payé un prix d'entrée qui était relativement élevé, donc il n'est pas accessible à tout le monde. En dehors de ça, dans les balles dites barrières ou les balles qui se trouvaient dans l'arrière-boutique d'un marchand de vin, je ne pense pas qu'ils étaient payants en fait. Je pense qu'on achetait son verre de vin, sa piquette, et il y avait un joueur de musette ou de violon, et le bal se déroulait comme ça. D'autres questions ? Non. Alors, il nous reste à vous remercier grandement pour cette présentation. Merci.